On a envoyé 2 millions de personnes à la boucherie pour rien, absolument pour rien, et on a brûlé des centaines de milliards pour rien. On a accepté la pauvreté chez les retraités en Allemagne parce qu'on a gaspillé l'argent ailleurs. Oui, il faut s'en rendre compte. On a de l'argent pour rien, et c'est ce qui est important pour les Allemands. On a de l'argent que pour des histoires comme cette guerre. Quand il sera révélé et que les gens verront que la guerre est perdue, cette élite politique corrompue devra se justifier, en dehors du fait qu'au moment où ce système corrompu prendra fin, la probabilité que tout soit alors révélé est presque de 100%. Cela signifie donc qu'ils ont peur de deux choses. Premièrement, qu'ils doivent rendre des comptes pour une guerre insensée, et deuxièmement, que leur corruption et ce qu'ils ont volé soient révélés. Et c'est pour cela qu'ils s'y accrochent. Ils ne peuvent maintenir ce couvercle que sur l'ensemble de ces actes de corruption. Tant que la guerre continue, tant qu'ils peuvent détourner l'attention des gens de la réalité et tant qu'ils peuvent faire des choses illégales grâce à la guerre sans que personne ne les poursuive. La guerre permet souvent aux élites de commettre des actes illégaux sans risque de poursuite. Quand la guerre est terminée, il n'y a plus de raison pour ce droit spécial et pour cet état d'urgence abusé. Parfois, cela prend moins de temps, parfois cela prend plus de temps avant que les choses ne soient examinées. Et alors, la vérité éclate au grand jour. Quand tout ce qu'ils ont sur la conscience sera révélé, je ne pense pas qu'il restera beaucoup de gens dans notre classe politique qui n'iront pas derrière les barreaux. Je vais avancer une thèse provocatrice, monsieur Pral. Un peuple qui ne fixe pas de limites obtient des politiciens qui ne connaissent pas de limites. Iriez-vous jusqu'à dire que la société est en partie responsable du fait que nous sommes gouvernés par une classe politique qui ne nous prend plus au sérieux, parce que les gens n'assument pas leurs responsabilités ou ne résistent jamais vraiment? Oui, je signerai cette phrase. J'irai même encore plus loin. Et je crois que le peuple a conclu un pacte faustien que, sous cette forme, il faut malheureusement le dire, seule la démocratie permet. Et cela parce que la démocratie, en revendiquant que le peuple est le seul souverain. Et lorsque le peuple décide quelque chose, cela a une légitimité particulièrement élevée et cette légitimité a été abusée pour donner au peuple des choses et donner à une partie du peuple des choses qui, selon le droit naturel et le droit divin, ne lui reviennent pas. On s'est livré à un positivisme juridique et on a complètement renversé le droit qui devrait en fait protéger chaque être humain de la même manière. On s'est mis à dépouiller les groupes les plus faibles de la société de leurs droits. Ce pacte faustien a conduit à ce que les bases de légitimation dont nous partons mais dont nous avons besoin pour une société fonctionnelle ont été sapées. Qu'est-ce que je veux dire concrètement par là? Je veux dire concrètement par là que, par exemple, dans cette société, on a privé les enfants à naître du droit à la vie afin que les gens puissent s'adonner à l'hédonisme. On est allé jusqu'à tuer des millions d'enfants à naître avec une brutalité sans limite. D'une manière brutale et cruelle. Les gens ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas l'entendre, mais c'est la réalité. Oui, on est allé jusqu'à là, et en même temps, on a dit, chaque personne qui tend la main et crie fort ici, si elle nous choisit seulement, nous volerons les autres pour satisfaire cela. On a créé une majorité de bénéficiaires de transferts qui ne vivent plus du travail de leurs propres mains et de leur propre esprit, et qui vivent à la place aux dépens des autres. Et ils considèrent cela comme un droit, mais ce n'est pas le cas. Nul n'a le droit de vivre aux dépens d'autrui. Il n'existe pas de droit de tuer autrui sous prétexte du droit du plus fort. Oui, et priver les enfants à naître de leur droit à la vie est l'expression la plus brutale et la plus extrême du droit du plus fort, que l'on rejetterait autrement avec emphase et conviction. Ce pacte faustien entre les politiciens qui ont ainsi satisfait les pulsions sédonistes du peuple et les politiciens et le peuple qui ont accepté ce cadeau en apparence, mais qui en réalité était un cadeau satanique. Cela a finalement détruit et sapé les fondements moraux de la société. Et cela a fondamentalement aussi détruit la démocratie qui est censée protéger chaque individu dans tous ses droits.
peu importe qu'il soit faible ou fort. L'égalité de tous devant la loi, cette démocratie l'a délégitimée de manière brutale. Et celui qui veut, et je suis un grand ami de la démocratie, mais celui qui veut que la démocratie fonctionne durablement ne doit pas l'utiliser pour priver d'autres personnes de leurs droits. Cela détruit les bases de légitimation du système. C'est ce pacte faustien qui a créé la perte de limites dont vous venez de parler. Maintenant, nous avons des politiciens au pouvoir qui sont totalement sans limite. Ils envoient à 2 millions de jeunes en Ukraine à l'abattoir et pourraient en envoyer 100 millions. Mon chancelier affirme ne pas craindre la guerre nucléaire, mais il sera dans le bunker le plus profond d'Allemagne. Même si des centaines de millions de personnes mourraient dehors, nous avons une classe politique qui considère comme son droit divin de rester debout, et ils le font maintenant de façon si ouverte et effrontée que ça en laisse bouche bée. Oui, un ancien ministre de l'économie qui embauche un photographe pour 400 000 €. Un ministre des Affaires étrangères dépense 620 000 pour cela. Un chancelier paie 80 000 pour le coiffeur et un autre 80 000 pour le maquilleur. Une ancienne ministre des Affaires étrangères dépense 100 000 pour des conseils en style. Oui, c'est une classe politique totalement débridée, fondamentalement kleptomane, qui est au pouvoir et qui n'a absolument plus honte de sa corruption. Nous avons un chancelier qui s'offre un ministre qui a été ouvertement reconnu coupable de plagiat massif, qui a été ouvertement reconnu coupable de corruption. Le dîner pour les idiots avec le chancelier et les ministres vendus pour 80 000 € et qui doit absolument être maintenu en place parce qu'il fait évidemment partie d'un système global profondément corrompu. S'il tombe, il entraînera tout le monde car il en sait trop. Nous avons une élite politique sans limite qui, après que le peuple ait accepté ce marché malade et satanique, croit maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Et elle le fait aussi. Et c'est ainsi que s'expliquent toutes les violations de nos droits. Le coronavirus a marqué le point culminant où cette violence politique s'est retournée vers l'intérieur. Donc votre corps ne vous appartient pas. Comme nous le savons aujourd'hui, Pfizer savait déjà lors des tests en 2020, bien avant que ce vaccin ne soit déployé, qu'il n'offrait aucune protection pour les autres. Mais on a quand même essayé de nous imposer à tous une vaccination obligatoire avec cette expérimentation génétique. Et pour certaines professions, cette vaccination obligatoire a même été appliquée alors qu'on savait qu'il n'y avait pas de protection pour les autres. Cela veut donc dire qu'on a bafoué notre autorité de manière brutale. On a ignoré notre propre corps. On a piétiné la dignité humaine ainsi que le droit à la vie et à l'intégrité physique sans aucune raison scientifique, avec un prétexte mensonger. Ainsi, on a appliqué aux personnes déjà nées ce qu'on faisait aux enfants à naître. Il existe un lien entre ces deux violations des droits de l'homme contre les enfants à naître et contre les personnes déjà nées, et ce lien est un fait, que tout ce vaccin est fabriqué à partir de cellules d'enfants tués, très peu de gens le savent. Tout ce vaccin repose sur l'utilisation de cellules d'enfants tués. Oui, qui ont même été disséqués alors qu'ils étaient encore vivants. C'est une escalade de la brutalité et personne ne veut en parler. Personne ne veut en parler parce que c'est trop cruel et parce que les images qui se forment alors dans la tête sont trop brutales. Des enfants à naître ont été tués pour obtenir des cellules qui ont ensuite été utilisées dans toute la recherche sur ce vaccin à ARNM et qui ont également été intégrées dans la production. Toute personne qui a cela dans son corps a également reçu en infime quantité des cellules de cet enfant à naître, une nouvelle forme de cannibalisme. Toute cette construction est une véritable démarche satanique. Nos politiciens et tous ceux qui ne se sont pas opposés à cela devront en répondre devant le juge suprême dans la prochaine vie. Je dois poser une question naïve. Que se passe-t-il dans le corps avec cette microcellule en moi? Un enfant tué?
Je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il s'agit d'un processus. De ce genre, comment puis-je m'exprimer? De déchéance éthique et morale, d'une telle déchéance éthique et morale que les générations futures, lorsqu'elles discuteront de ce sujet à l'école, ne nous donneront pas un bon témoignage. Je viens d'avoir la chair de poule. Vous aviez un A. C'est aussi quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. La plupart des gens ne le savent même pas. On a aussi prétendu que ce n'était pas vrai, mais c'est vrai. Vous venez d'évoquer, à certains endroits, le chancelier fédéral le plus impopulaire de l'après-guerre, Friedrich Merz. Angela Merkel l'a écarté pendant 16 ans, sachant sans doute que c'était un mauvais œuf dans le nid. Est-ce vraiment uniquement à cause de ses liens avec BlackRock ou d'où vient ce comportement moralement très discutable? Je pense qu'Angela Merkel l'a tenu à l'écart parce qu'elle le considérait comme complètement incompétent. C'est l'une des rares décisions d'Angela Merkel que je pourrais approuver. Elle avait ses raisons. Il a toujours été un type génial qui pensait au fond qu'il n'était pas vraiment apprécié à sa juste valeur. Ensuite, il a maintenu ses liens avec BlackRock pendant des années. Il a été président du conseil de surveillance de BlackRock Europe et de BlackRock. Larry Fink, le patron et copropriétaire de BlackRock, l'a rendu riche au-delà de ses rêves les plus fous. Oui, car il est absolument exclu qu'il ait pu amasser cette fortune en tant qu'avocat ou conseiller, d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, il n'a finalement pas les compétences économiques nécessaires pour justifier ce poste. Il ne sait même pas lire un bilan bancaire, car sinon il saurait que tout cela... Il a affirmé que les comptes d'épargne des Allemands, que cet argent qui dort devrait être activé pour des investissements. S'il savait lire un bilan bancaire, il verrait que l'épargne des Allemands correspond à des crédits accordés aux banques, qui les redistribuent ensuite sous forme de prêts aux particuliers, entreprises, à l'État et autres. Cet argent a déjà été investi, je ne peux pas le réutiliser. Cela signifie que cet argent n'est pas inutilisé, mais passe des comptes d'épargne au marché des capitaux pour financer des investissements. Apparemment, M. Merz ne le sait pas, sinon il ne dirait pas de telles absurdités. Et cela signifie donc, économiquement parlant, le savoir-faire économique, ce n'est sûrement pas ses connaissances qui lui ont permis d'obtenir ce poste. Alors, qu'est-ce qui lui a permis d'obtenir ce poste? Bien sûr, exactement ce que BlackRock voulait. BlackRock s'est fabriqué son propre chancelier. Oui, c'est une pure histoire de lobbying. Oui, il leur appartient, il a été avec eux si longtemps. Oui, un simple appel de Larry Fink pourrait annuler instantanément toute décision du chancelier qui ne lui conviendrait pas. Ça arrive probablement régulièrement. Cela explique aussi son comportement. On pourrait penser que BlackRock, en tant qu'entreprise, aurait intérêt à voir l'économie croître et prospérer. On ne fait de bonnes affaires qu'avec une économie en croissance et un modèle commercial correct. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne BlackRock dans une large mesure, et ce n'est pas ainsi que fonctionnent les fonds vautours dans une large mesure. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a ruiné un pays comme on est en train de ruiner l'Allemagne actuellement, alors une crise à la grecque se produit, c'est-à-dire ce que les Grecs ont vécu entre 2010 et 2015. Et que se passe-t-il alors lorsqu'une crise à la grecque survient? Alors on fait des économies à tout prix, bien sûr, parce qu'il n'y a plus d'autre choix et on privatise à tout prix. L'Allemagne possède probablement les plus grands actifs détenus par l'État sur la planète. J'estime qu'il doit y avoir environ 3 000 milliards d'euros en routes, infrastructures, participation, caisses d'épargne, banques régionales, aéroports, ports, fournisseurs d'énergie, services municipaux, gestion des déchets, tout ce qui existe là-dedans. Si l'on privatise tout cela, on obtient facilement 3 000 milliards, voire plus. J'étais en Grèce en 2015 et aussi à l'époque. Je peux en parler maintenant, parce que cela a déjà été rapporté dans la Tanea, l'un des plus grands quotidiens grecs. À l'époque, je conseillais le gouvernement, et ce que j'ai vécu là-bas, c'était ce qu'on appelait, et attention, la privatisation ukrainienne. On a tellement mis la Grèce sous pression qu'elle a dû, en principe, brader son patrimoine national.
Cela signifie donc qu'il n'y a pas eu de processus de privatisation ordonné, où la valeur des biens serait effectivement retournée dans le budget de l'État, pour ainsi rembourser les dettes et soulager les citoyens. Au lieu de cela, on a bradé le tout à une infime fraction de la véritable valeur. Cela n'est possible que si la crise est si grave que des contrôles de capitaux peuvent être instaurés, comme en Grèce. On ne pouvait pas retirer plus de 60 € au distributeur automatique. Ce n'était pas possible. Le résultat a été une privatisation ukrainienne où, bien sûr, l'oligarchie est arrivée et a racheté toutes les belles choses pour une bouchée de pain. C'est ainsi que l'oligarchie accumule des fortunes de plusieurs milliards. Voilà pourquoi on parle de privatisation ukrainienne, parce que le pays le plus corrompu du monde, c'est l'Ukraine. Et parce qu'on a fait exactement comme ça là-bas, l'Ukraine appartient aux oligarques. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est ce qu'on prévoit de faire avec l'Allemagne, faire en sorte que l'Allemagne soit tellement appauvrie qu'elle soit obligée de brader tout son patrimoine et d'enrichir quelques ultra-riches, encore plus riches qu'ils ne le sont déjà. Et BlackRock est tout simplement un point névralgique du système financier oligarchique. Alors nous savons quels sont les intérêts que notre chancelier défend. C'est ce que je pense personnellement. Je ne peux pas l'expliquer autrement. En réalité, il défend les intérêts de BlackRock. Qu'est-ce que vous soupçonnez là? Il s'agit donc de 5 à 10 millions de patrimoine, car vous avez dit plus tôt que Larry Fink l'a rendu riche. Ou plutôt 25 à 30 millions. Que dit-on à ce sujet? Difficile à dire, mais je peux vous dire combien coûte son avion qu'il s'offre. Rien que l'entretien lui coûte entre 50 000 et 100 000 par an. Oui, c'est un bel avion, vous savez. Je souhaite que ceux qui ont bâti leur fortune par leur travail en profitent. Moi, c'est pourquoi je m'oppose totalement à l'impôt sur les successions. Mais je me demande dans quelle dépendance notre chancelier s'est engagé lorsque BlackRock l'a rendu riche. Je ne peux pas dire s'il s'agit de 10, 20 ou 100, je l'ignore, mais cela doit être important, car il est certain qu'une personne normale ne dépense pas 10 ou 20% de sa fortune pour un avion. C'est plutôt improbable. L'avion coûte environ 1 million à l'achat. J'ai trouvé votre raisonnement vraiment génial à l'instant. Ça explique totalement pourquoi ce pays est en quelque sorte ruiné, parce que bien sûr ces fonds de vautours veulent rendre les oligarques encore plus riches à la fin. Cet exemple avec la Grèce, moi ça m'a vraiment donné la chair de poule. C'est une vraie dystopie pour ce magnifique pays qu'est l'Allemagne. Si cela devait vraiment arriver, allons un peu plus loin. Donald Trump laisse la Russie faire table rase en Ukraine selon ses conditions, et en Europe, l'Union européenne est au bord de l'effondrement financier. Quel domino tombera en premier? L'Allemagne, l'Italie ou la France? Que se passe-t-il exactement? Je soupçonne fortement que ce sera la France. L'Italie se prépare déjà intensément à l'effondrement. Le signe le plus infaillible en est que la première ministre Meloni place les réserves d'or italiennes sous le contrôle du gouvernement. Physiquement, donc, il est vrai qu'elles appartiennent à la Banque d'Italie et que la Banque d'Italie appartient de toute façon aussi au gouvernement, mais cela ne rassure pas Meloni que la Banque d'Italie, en tant que membre de la Banque centrale européenne, pourrait éventuellement devoir céder cet or à la Banque centrale européenne. Il pourrait alors, dans certains cas, être mis en gage ou disparaître. Alors elle prend maintenant ce trésor d'or qui pèse tout de même 2500 tonnes, l'un des plus grands trésors d'or de la planète, et le place sous contrôle de l'État. Cela ne s'explique que si elle part du principe que c'est aussi nécessaire et judicieux de le faire. Et pourquoi est-il nécessaire et judicieux de le faire? Parce qu'on peut craindre que, lors d'une grande crise, l'oligarchie veuille aussi accéder à notre or, qu'il soit alors mis en gage sur les marchés financiers internationaux et qu'il disparaisse ensuite. Je ne peux que conseiller à la Bundesbank de bien surveiller ce qu'elle fait avec son or. Il s'agit en effet de 3400 tonnes, donc presque 1000 tonnes de plus que ce que possède l'Italie, juste pour le mentionner en passant. La valeur actuelle de ce trésor d'or italien sur le marché est d'environ 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Si le prix de l'or continue d'exploser comme il l'a fait ces dernières années, cela pourrait bientôt atteindre 600 milliards. Cela signifie donc que l'Italie se prépare. D'ailleurs, l'Italie vient d'être rehaussée par les agences de notation grâce à sa politique budgétaire plus prudente, surtout en comparaison avec l'Allemagne et la France. Elle a donc été améliorée. Qui est visé par les agences de notation et les marchés?
car il est surendetté et incapable de faire des économies. C'est avant tout la France, et je suppose que la France sera le premier domino à tomber et que cela est pour l'instant encore retardé, parce que la Banque centrale européenne intervient immédiatement chaque fois qu'on observe ne serait-ce qu'une lueur de problème sur les marchés obligataires en France. Nous avons déjà eu cela il y a 8 semaines. À ce moment-là, la Banque centrale européenne a mené la plus grande intervention depuis 2020 en une semaine, soit 140 milliards par semaine. On peut analyser les données pour suivre l'évolution du bilan de la Banque centrale européenne. Là, la Banque centrale européenne a augmenté de 140 milliards en une semaine. Cela signifie qu'elle a certainement effectué des opérations de marché et acheté des obligations. Et à votre avis, quelles obligations a-t-elle bien pu acheter? Elles viennent probablement du Luxembourg et bien sûr de la France. La France a atteint un niveau d'endettement équivalent à celui du candidat moyen au sauvetage européen en 2010, lorsque la crise de l'euro a commencé. Cela représentait 115% de dette par rapport au produit national brut. La France en est là aujourd'hui. En 2010, lors de l'explosion, elle était encore à 75,8%. Depuis, cela n'a cessé de croître, de croître, de croître. On a toujours dépensé plus d'argent qu'on en avait, et cela aussi par rapport au produit national brut. Ce que nous voyons maintenant, c'est que la France est le candidat au sauvetage, d'autant plus qu'elle est politiquement paralysée, incapable de prendre des décisions permettant de réelles économies. Si on en arrive là, la question sera, quelle sera l'ampleur d'un plan de sauvetage pour la France? La taille moyenne des plans de sauvetage lors de la première vague, de 2010 à 2015, était de 44% du produit national brut. Là, par exemple, la Grèce avait un produit national brut de 260 à 270 milliards, dont 44%. Seule la Grèce avait une part plus élevée, mais en moyenne, c'était 44%. Et donc, si nous regardons cela, tous les candidats au sauvetage à l'époque réunis avaient un produit national brut d'environ 800 milliards, tous ensemble. La France, à elle seule, a un produit national brut de 3300 milliards. Si là, on a besoin d'un plan de sauvetage de 44%, alors ça va devenir amusant. Là, on parle en fait de bien plus d'1 billion, donc 1300, 1400, 1500 milliards. C'était la classe de combat diesel. Qui va payer pour ça? Les Italiens ne le feront pas. Ils ne peuvent pas. Les Français sont déjà des candidats au sauvetage. Ils ne peuvent pas non plus. Les Espagnols ne le feront certainement pas non plus, car ils ont aussi plus de 100% de dette. Il ne reste donc que l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Ces trois-là restent. L'Autriche et les Pays-Bas ne sont pas si grands. Cela signifie donc que 80% de la facture ira à Berlin, et bien sûr, pas à Berlin à la fin, mais aux contribuables allemands. Ainsi, en combinant cela avec le programme d'endettement de notre chancelier BlackRock, nous propulsons la dette de l'Allemagne à 132% du produit national brut, 17% de plus que la France. Maintenant, j'ai fait le calcul et c'est donc la fin. Ils ont mis en garde pendant des années. En octobre, arrive l'euro numérique et alors commence l'asservissement numérique. Nous sommes presque en décembre et il ne s'est pas passé grand-chose extérieurement. Quand aura lieu l'explosion visible? Alors, tout d'abord, une petite correction. Je n'ai pas averti que l'euro numérique arriverait en octobre, mais j'ai mis en garde contre son introduction parce que la BCE a annoncé qu'elle voulait l'introduire en octobre. Petite différence. Et l'euro numérique sert bien sûr à nous mettre tous tellement sous contrôle qu'on pourra nous exproprier massivement quand le grand effondrement arrivera. Cela représente une sortie de secours héroïque pour la classe politique, la politique monétaire et économique en Europe. C'est à cela qu'il sert en premier lieu. En plus, il a aussi pour effet secondaire de permettre une tyrannie numérique, à l'image de cette plaisanterie du social scoring chinois. Donc cela sera ensuite combiné avec un compte dioxyde de carbone et je ne sais pas quoi d'autre. Et peut-être avec des zones de 15 minutes où notre carte numérique ne fonctionne que dans un certain périmètre. Et tout ça... Et cela signifie en fin de compte que l'euro numérique est un instrument dont les dirigeants ont besoin pour continuer à exercer leur contrôle. C'est pourquoi je l'ai mis en garde. Cet instrument sert d'une part à l'expropriation, d'autre part au contrôle, et ce contrôle, il est nécessaire. Il faut bien comprendre cela au moment décisif.
si l'Allemagne devient surendettée à cause du plan de sauvetage pour la France, en plus des mesures de surendettement déjà mises en place par M. Merz, celles-ci suffisent déjà à elles seules à faire passer l'endettement public de l'Allemagne de quelque 60 à 70% actuellement à près de 100% du produit national brut. Cela va évidemment provoquer des troubles sociaux. Les gens ne voudront pas l'accepter et cela signifie qu'il faudra alors recourir à des moyens antidémocratiques, dictatoriaux, tyranniques. Pour cela, la monnaie numérique de banque centrale est le véhicule idéal. On peut en effet essentiellement enfermer les gens chez eux, simplement en leur retirant la possibilité de dépenser l'argent dont ils ont besoin pour sortir dans la rue. Oui, et c'est bien là le problème.